Il est économiste et auteur du Capital au XXIe siècle. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, la présidentielle. Benoît Hamon, selon certains sondages dont vous êtes conseiller pour les questions européennes, serait relégué à la 5e place derrière Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont que des sondages bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la faute au candidat ou au programme? Alors, attendez, d'abord, moi, je ne suis pas expert en sondage, mais j'ai fait un peu de statistiques. Et un sondage à 12, actuellement, vous avez un intervalle de confiance qui va de 8 à 16. Donc, il faut, tous les intervalles de confiance se chevauchent, en un mot. Donc, tout ça n'est pas sérieux. Arrêtons de perdre du temps à commenter ça. Parlons du fond. On a 3 semaines, c'est pour parler du fond. Moi, par ailleurs, je constate qu'effectivement, comme tout le monde, la chute de Fillon dans les sondages, pour le coup, et les affaires judiciaires de Fillon ont plombé, c'est vrai, ce débat dans la présidentielle, parce qu'après, toutes les considérations, ça a fait monter Macron très haut, donc après, des considérations tactiques font que les gens refusent de parler du fond. Bon, moi, je suis là, dans cette campagne, je ne suis pas membre du Parti Socialiste, j'ai jamais été membre du Parti Socialiste, je suis chercheur en sciences sociales, en histoire économique, j'essaye d'apporter du fond sur l'Europe, c'est sur l'Europe que je m'engage, et donc, voilà, essayons d'utiliser les 3 semaines ou 2 semaines et demie qui nous restent pour parler du fond, pour que les gens, à la fin des fins, puissent se faire leur idée sur des propositions de fond. Et s'il n'y avait pas eu justement toutes ces histoires autour de François Fillon et qu'il y avait eu plus de débats d'idées, pensez-vous que Benoît Hamon, qui était parvenu avec ses idées, notamment son revenu universel, à s'imposer dans les débats, serait parvenu à s'imposer davantage dans la présidentielle? Oui, je pense que surtout Macron aurait été 10 points plus bas et donc forcément tout ça aurait été beaucoup plus proche et il y aurait eu plus un débat de fond. Alors que là, c'est vrai que beaucoup de gens raisonnent de façon purement tactique en disant voilà, je veux voter sur celui qui est plus haut. Je trouve que c'est vraiment du raisonnement à courte vue et on doit pas surdéterminer une présidentielle là-dessus parce que sinon à quel moment on parle des propositions de fond sur l'Europe notamment, qui est le sujet qui m'intéresse, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets. Et qui est l'un des principaux points de divergence entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, justement. Alors justement, on va parler d'Europe. Vous êtes conseiller donc de Benoît Hamon sur les questions européennes et vous publiez ce livre pour un traité de démocratisation de l'Europe. C'est publié chez Seuil, vous le copubliez avec d'autres auteurs. L'une des hypothèses sur lesquelles repose ce livre, c'est que vous dites, contrairement à beaucoup de personnes, que en fait, il y a un gouvernement de la zone euro, mais vous dites qu'il n'est pas démocratique, qu'il n'est pas représentatif ou pas suffisamment. Justement, dans ce cas-là, vous plaidez pour une assemblée de la zone euro, mais à quoi sert le Parlement européen dans ce cas-là, Thomas Piketty? Alors, reprenons les choses par le commencement. On met effectivement sur la table un traité de démocratisation de la zone euro. Je voudrais dire que Benoît Hamon, dans cette élection, en faisant cette proposition, c'est le seul candidat vraiment européen. C'est-à-dire c'est le seul candidat qui propose une transformation positive, précise de l'Europe, avec un projet de traité qui fait 12 pages, qui est en ligne. Je demande à chacun d'aller le voir pour se faire son idée. Personne ne propose ça dans cette élection. Les programmes des autres candidats, c'est 1,5 ligne sur l'Europe. On n'a aucune idée de ce qu'ils veulent faire exactement. On a vu en 2012 ce que ça donnait. Un candidat qui disait « je vais renégocier les traités » et finalement, en fait, il n'avait rien, il n'y avait pas de plan. Donc, pour résumer, dans cette élection, il y a 2 candidats, Macron et Fillon, qui sont pour le statu quo. D'ailleurs, Emmanuel Macron, qui à Berlin n'avait pas hésité à dire « je suis le seul candidat pro-européen ». Il avait dit quelque chose comme ça. Sauf qu'il n'a aucun projet. Regardez son programme. Où est son projet de traité? Moi, je voudrais voir le but de cette proposition, et on va en parler sur le fond, c'est de mettre sur la table quelque chose d'extrêmement précis. Donc, par rapport aux candidats qui veulent tout envoyer promener, qui sont Le Pen et Mélenchon de façon différente, mais pour finir avec le risque d'une explosion généralisée, et 2 candidats qui sont des candidats du statu quo, qui sont Fillon et Macron. Et le statu quo, aujourd'hui, c'est plus une option en zone euro, parce que ça risque effectivement de tout faire exploser. Là, on a une proposition précise. Quelle est-elle? Voilà. L'objectif, c'est donc d'instituer une assemblée démocratique de la zone euro qui pourrait, au grand jour, enfin prendre les décisions qui s'imposent. Actuellement, on est dans une situation où l'organe décisionnel principal de la zone euro, c'est ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire le Conseil des ministres des Finances. Vous avez le ministre allemand, le ministre français, etc. Ils nous annoncent régulièrement, au milieu de la nuit, qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 17e fois, sauf qu'on se rend compte, dans la journée qui suit, qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé, et nous, on ne le sait pas non plus, puisque tout ça se passe à huis clos, et il y a des décisions sur la restructuration de la dette grecque, sur mettre en place une fiscalité commune, par exemple sur les bénéfices des sociétés, sur lesquelles surtout on ne prend pas de décision. Donc c'est une machine à produire de l'inertie, c'est une machine à produire un manque de démocratie, des affrontements d'intérêts nationaux ou perçus comme tels dont on n'arrive pas à sortir. Donc nous, on propose de remplacer ce Conseil des ministres des Finances, ou plutôt, parce qu'il existera toujours, de donner le dernier mot dans toutes ces décisions budgétaires, financières, sur un impôt commun sur les sociétés, sur un budget de la zone euro, à une assemblée
démocratique de la zone euro, qui s'appuierait... Pourquoi ne pas choisir le Parlement européen, qui lui est déjà démocratiquement élu? Je vais vous expliquer ce qu'on propose, je vais vous dire pourquoi le Parlement européen ne pourrait pas le faire. Ce qu'on propose, c'est donc d'avoir une assemblée démocratique de la zone euro qui s'appuierait à 80% sur des députés nationaux, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des différents groupes politiques, et à 20% sur des députés européens. C'est une base de discussion, et si d'autres veulent proposer d'autres règles, par exemple le contraire, ils ont le droit. Je vais vous dire pourquoi. On est ouvert. Nous, on croit dans notre proposition, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, notre proposition, très concrètement, ça voudrait dire quoi? Imaginons qu'on ait 100 sièges issus des parlements nationaux. L'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro, elle aurait donc 24 sièges. En proportion de ces groupes politiques actuellement au Bundestag, ça donnerait 12 sièges pour CDU-CSU, 8 sièges pour le SPD, 2 sièges Die Grünen, 2 sièges Die Linke. La France, c'est 20% de la population de la zone euro, elle aurait 20 sièges. L'Italie, 18 sièges. L'Espagne, 14 sièges. On se rendrait compte de quoi? D'abord que les 4 pays importants de la zone euro représentent 76% de la population, aurait 76% des sièges, dont 24 pour l'Allemagne, 52 pour France, Italie, Espagne. On se rendrait aussi compte qu'en Allemagne, tout le monde ne pense pas la même chose. Y compris d'ailleurs au sein de la droite allemande, toutes les opinions ne sont pas les mêmes sur les questions budgétaires. Et a fortiori, SPD, Die Linke, Grünen. Et dans le livre, vous l'expliquez vous-même, la gauche allemande, la gauche française et la gauche d'autres pays ne sont pas forcément toutes d'accord sur le même forcément d'accord. La droite italienne, la droite espagnole sur les questions budgétaires, c'est pas exactement la droite allemande. Donc ça permettrait d'élargir le débat et de pouvoir prendre des décisions à la majorité de façon plus apaisée, ou en tout cas dans une logique qui ne serait pas pays contre pays. Donc c'est une façon de réintroduire de la politique. Alors pourquoi les députés nationaux? Voilà, mais la finalité justement, et c'est ce que vous dites dans le livre, c'est justement que ça permettrait de placer l'austérité en minorité. Je vous cite, est-ce que c'est justement pas ça qui va faire que le gouvernement non démocratique que vous évoquez dans votre livre va s'y opposer à cette assemblée? Alors, je pense pas, parce que, vous savez, les Allemands, les premiers, savent bien qu'on a besoin de plus de légitimité démocratique dans la zone euro. Leur cour constitutionnelle, leur opinion publique aussi, dit, voilà, vous avez fait l'union bancaire, vous avez fait le mécanisme européen de stabilité, où est la démocratie dans tout ça? Surtout, je veux insister sur le fait que la France, jusqu'ici, n'avait jamais mis sur la table de propositions précises d'union politique et parlementaire. C'est-à-dire que la France, dans le débat européen, passe son temps à se plaindre, explique depuis des années que l'Europe c'est pas bien, Bruxelles c'est pas bien, l'Allemagne c'est pas bien, se plaint du monde entier, mais en termes de propositions précises d'une refondation démocratique et sociale de l'Europe, on n'a pas attendu grand-chose. Et ça fait... a été laxiste ou pas sur ces questions-là? C'est pas le problème de laxiste, c'est qu'il n'a pas dit ce qu'il voulait. Et de façon générale, la gauche comme la droite française d'ailleurs passent leur temps en fait à dire qu'on peut jamais modifier les traités, sauf que les traités on les modifie tout le temps. Et comme on refuse d'en parler en France, on se retrouve dans une situation où finalement c'est l'Allemagne qui arrive avec des propositions, comme en 2011-2012 avec le nouveau traité budgétaire. La France se retrouve à signer en bas à droite sans en avoir discuté. Donc plutôt qu'attendre le prochain traité, je veux dire, ce qui est important, c'est que vous savez, même dans le cas de figure le plus noir, dans lequel je ne crois pas, où cette proposition d'union parlementaire de la zone euro serait repoussée purement et simplement par l'Allemagne. Je pense explosion dans votre livre. Ça, ce serait l'Allemagne. C'est l'un des 3 scénarios que vous évoquez. Ça, ce serait... C'est pas... Nous, on met pas d'ultimatum, on n'est pas là à se longer, à jouer au Brexit en mettant des dates limites avec des référendums. C'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est au contraire de faire des actes positifs montrant qu'il y a un chemin démocratique. Maintenant, si jamais, dans le cas de figure le plus noir, l'Allemagne refusait une telle proposition, c'est l'Allemagne qui se mettrait dans une situation de refuser cette marche en avant vers une union sans cesse plus étroite qui est quand même constituée de l'Union européenne. Et moi, je ne pense pas que l'Allemagne ferait ce choix. Mais dans tous les cas... Vous avez prévu une clause dans ce traité qui permet d'adopter ce traité pour l'ensemble des pays, même si tous les pays ne sont pas d'accord pour l'adopter finalement. Oui, mais il faudrait quand même que les 4 grands pays, qui représentent 76% de la population du PIB de la zone euro, soient d'accord, parce que sinon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais je veux dire que beaucoup de gens en Europe, en Allemagne, mais aussi en Italie, en Espagne, attendent que la France fasse enfin des propositions. Il y avait eu des propositions d'union politique et parlementaire qui avaient été faites dans le passé par l'Allemagne, en particulier Joschka Fischer, dans son discours de 2000 à Berlin, avait proposé une chambre qui s'appuyait elle aussi sur les députés nationaux, parce que je voudrais revenir sur ce point central, et c'est pas par hasard qu'il faisait cette proposition en 2000. À l'époque, la France, la gauche française, comme la droite française, n'avait même pas daigné y répondre à cette proposition. Résultat, on s'était retrouvé avec un traité constitutionnel européen de 2005, beaucoup moins ambitieux et beaucoup moins innovant sur le plan démocratique, puisqu'il continuait de donner tout le pouvoir au Conseil des chefs d'État, au Conseil des ministres des Finances, avec la règle d'unanimité sur les questions fiscales qui fait qu'on n'avance pas. Là, on reprend enfin le dossier en disant, attendez, si on veut avancer sur un impôt commun sur les bénéfices des sociétés, il faut arrêter ces discussions entre chefs d'État. Il faut transférer, et c'est ça, il y a 2 articles importants dans ce traité. Premier article, la composition de l'Assemblée, on en a parlé tout à l'heure, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des groupes politiques des parlements nationaux. Deuxième article très important, transfert
de la souveraineté sur l'impôt sur les sociétés, vote de l'assiette et d'un taux commun d'imposition de l'impôt sur la société permettant d'alimenter un budget de la zone euro. Et ensuite, chaque un peu pays... harmonisation aussi fiscale. Voilà. Oui, c'est plus que le volet harmonisation fiscale, c'est vraiment un transfert très lourd de souveraineté nationale sur le plan fiscal, en laissant à chaque pays la possibilité d'avoir un taux additionnel pour financer son propre budget, à condition d'utiliser la même assiette que celle qui a été votée par l'Assemblée de la zone euro. Donc c'est la première fois, vous savez, on discute depuis des années du fait que les grandes multinationales paient moins d'impôts que les PME, etc. Sauf que personne ne fait rien. Et là, pour la première fois, on prend le taureau par les cornes, on dit, attendez, la souveraineté nationale sur l'impôt sur les sociétés, c'est devenu une illusion. Ça consiste à tous se faire avoir pour les multinationales. Donc assumons clairement un transfert sur une assemblée parlementaire de la zone euro. Pourquoi les députés nationaux ? Parce que les députés nationaux, ce sont eux qui votent l'impôt dans chaque pays, et on ne peut pas les contourner indéfiniment. Et c'est ça l'autre innovation politique de ce projet, c'est de remettre de la politique et donc des députés nationaux qui, eux, votent l'impôt, qui sont ancrés dans des territoires, et on ne peut pas construire une souveraineté... Les députés européens ont parfois des mandats... électoraux nationaux. Ça, ce serait pas une bonne chose. Je crois que c'est souvent interdit et dans tous les cas, c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est très important. Vous savez, l'attitude consistant à dire parfois à Bruxelles, écoutez les élus nationaux, les députés nationaux, laissons-les dans leur circonscription, inaugurer des fêtes cyclistes, etc. Je pense que cette attitude méprisante, c'est ça qui fait que l'Europe ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut au contraire que quand on vote pour des députés nationaux, on sache qu'une partie d'entre eux vont être co-législateurs européens pour qu'on s'appuie vraiment sur les souverainetés nationales pour construire une souveraineté parlementaire européenne. Alors Thomas Piketty, dans votre livre d'ailleurs vous l'expliquez très bien, vous dites l'Europe a été capable de répondre très rapidement avec l'urgence de la crise financière. Il faut être capable aujourd'hui de répondre rapidement et efficacement à l'urgence démocratique, à cette demande de démocratie plus grande et de plus grande transparence en Europe. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce traité européen ? C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez effectivement rendre l'Europe plus compréhensible avec cette assemblée, mais finalement, est-ce que ça ne rajoute pas une surcouche de complexité dans le dispositif européen actuel? C'est ma première question. Et puis la deuxième, vous dites, au sujet de cette assemblée, il y a deux scénarios possibles. Soit elle est restreinte en nombre de membres, et dans ce cas-là, elle est plus efficace, elle est plus rapide, mais moins représentative en termes de pluralité. Soit elle est élargie, et dans ce cas-là, on est moins efficace, mais plus démocratique, davantage pluriel en termes de représentation. Est-ce que là, on ne retombe pas, et c'est ma deuxième question, dans le débat européen actuel finalement ? Alors, la proposition, effectivement, c'est une proposition ouverte. Donc, l'Assemblée qui est proposée pour la zone euro, il y a un nombre maximum de sièges de 400 sièges, mais on examine également une possibilité d'une Assemblée resserrée avec 100 sièges, qui aurait le mérite de la simplicité, c'est-à-dire que ce serait là vraiment, comme l'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro, on aurait 24 sièges, la France 20, l'Italie 18, l'Espagne 14. L'inconvénient, c'est qu'il n'y en aurait qu'un siège pour les tout petits pays. L'avantage de la solution à 400 sièges, c'est qu'on aurait 3 sièges minimum pour les petits pays, donc on aurait la pluralité politique, il pourrait y avoir une représentation d'un député de gauche, de droite, du centre pour chacun des petits pays. Donc il y a cet avantage. Nous, on n'est pas fermé, on met ça sur la table. Le point important, c'est que c'est un élément non seulement de démocratisation, mais aussi de clarification de qui décide quoi en Europe. Parce que le point important, c'est qu'on ne rajoute pas une couche institutionnelle qui devra se mettre d'accord avec toutes les autres. On donne, par ce traité, le dernier mot à cette assemblée démocratique. C'est-à-dire que... C'est ça toute la différence. C'est vraiment, elle a le dernier mot, cette assemblée. C'est vraiment le point important. C'est-à-dire que l'Eurogroupe, donc le Conseil des ministres des Finances, continue d'exister, peut faire par exemple sur le projet de budget de la zone euro qu'on propose d'instituer, sur l'impôt commun sur les sociétés qu'on propose d'instituer, l'Eurogroupe peut faire des propositions d'amendement, doit se mettre d'accord avec l'Assemblée démocratique de la zone euro, mais à la fin des fins, s'il y a un désaccord, c'est l'Assemblée qui tranche. Pourquoi ? Parce que c'est elle, avec 80% de ses membres issus des parlements nationaux, 20% de ses membres issus des parlements européens, qui a vraiment la légitimité démocratique la plus forte. Donc après, on peut modifier les paramètres, certains voudraient mettre plus de représentants du Parlement européen, d'autres auraient pu vouloir uniquement des représentants des parlements nationaux. C'est un débat qui est légitime. Je veux juste dire que la seule façon d'avoir un vrai transfert de souveraineté sur des questions fiscales, budgétaires, financières, c'est d'assumer cette innovation démocratique consistant à mettre les députés nationaux les uns en face les autres dans une même assemblée. Parce que sinon, on restera toujours dans le statu quo où, de facto, chaque Parlement national a un droit de veto. Parce que quand il s'agit d'engager l'Allemagne ou la France sur l'argent qu'on met dans le mécanisme européen de stabilité, c'est pas la délégation allemande au Parlement européen qui va décider. Ce sont les députés allemands du Bundestag, et je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de lâcher cette compétence. Donc la question, c'est soit on est dans le statu quo,
et chaque Parlement national continue de facto d'avoir un droit de veto sur tout ce qui se passe, d'où les blocages sur la Grèce, d'où les blocages sur tout un tas de sujets sur lesquels on n'avance pas, sur la justice fiscale, sur la relance en zone euro, soit on assume le fait que ces parlements nationaux, on les met les uns avec les autres et on leur demande de se dépasser eux-mêmes, non pas pour toutes les décisions, sur tous les impôts, on ne va pas tout mettre en commun, mais sur les choses importantes, impôt sur les sociétés, question des eurobonds, de la mutualisation de la dette, qui est aussi, au départ, une proposition allemande. Je veux dire que nous, on ne fait que reprendre une proposition qui avait été faite par le Conseil des sages, qui conseille la chancellerie allemande fin 2011. On rajoute un volet démocratique, c'est-à-dire que dans la proposition allemande, il y avait ce fonds de mutualisation des dettes, et ensuite, avec toutes les dettes au-delà de 60% du PIB dans tous les pays de la zone euro, et dans la proposition allemande, c'était ramené à 0 sur 20 ans avec une formule mathématique. Sauf qu'on ne peut pas prévoir 20 ans à l'avance, suivant le rythme de récession, de croissance économique. Donc nous, on rajoute un volet démocratique, qui est que c'est cette assemblée de la zone euro qui sera souveraine pour décider du rééchelonnement de ces dettes, du rythme de remboursement, en fonction d'une stratégie économique, et qui aura le dernier mot. Merci Thomas Piketty, je rappelle économiste et conseiller auprès de Benoît Hamon pour les questions européennes.